La vérité est que personne n'arrive à la cheville d'HBO. House of the Dragon, saison 2, épisode 1. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas pouvoir faire de partie sans spoiler dans cette vidéo. J'ai essayé, j'ai écrit des trucs, mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'en révélais un petit peu trop et je me répétais. Donc exceptionnellement, cette vidéo et toutes les prochaines, parce que je vais faire tous les lundis House of the Dragon, seront full spoiler. Donc revenez évidemment après avoir vu l'épisode, ça nous permettra d'en parler en détail bien plus intelligemment. Il y a même des visuels, je pense que des gens auraient été énervés si je les montrais, alors qu'ils ont été montrés dans la bande-annonce, mais même les bandes-annonces sont pas forcément vu par les gens parce qu'ils veulent garder la surprise chaque semaine. Enfin bref, c'est une vidéo full spoiler et je m'en excuse pour ceux qui voulaient un avis rapide tout de même. Allez voir l'épisode avant et on en discute. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service super utile que j'utilise. Parfois, vous avez envie de voir un film et vous tapez le nom du film sur Google et où regarder et aucune plateforme de streaming le propose. Il suffit de trouver le pays dans lequel le film est dispo, il y a plein de sites qui proposent ce service et vous pouvez juste changer le pays avec votre VPN, que ce soit en Europe, je sais pas, en Belgique, en Suisse ou d'ailleurs tous les pays européens parce qu'ils ont souvent la VOSTFR et même la VF, oui, le doublage français pour ceux que ça intéresse, mais sinon Canada, États-Unis, Royaume-Uni, bref, quelques exemples. Sur Netflix, vous pouvez vous taper des barres de Madame Web, de Tout Sauf Toi, vous pouvez être impressionné par Godzilla Minus One, qui est une claque, vous pouvez regarder l'une des meilleures séries d'animation que j'ai vues de ma vie, Scavenger Reign. Sur Disney, vous avez d'excellents films comme Sans jamais nous connaître, comme Pauvre créature, qui est incroyable. Et sur Max, qui vient d'arriver en France et partout en Europe, vous avez des films aussi dingues comme Iron Claw et Dune 2. Vous pouvez aussi utiliser un VPN pour avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, pas de publicité, ce qui est trop bien, et surtout YouTube en mode podcast et musique illimitée. Vous pouvez prendre un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie où c'est moins cher, ou même au-delà avec la Turquie, l'Inde, l'Argentine, bref, ça se fait très bien. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, d'un hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics et c'est plié. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et encore épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Lorsque j'ai lancé l'épisode, eh bien, je me suis repris une claque parce que je me suis rappelé à quel point la première saison était hors du commun, incroyable, vraiment à un niveau assez stratosphérique, soyons d'accord, en termes de série, ça bouffait tout. Et du coup, ça crée l'excitation. Déjà, t'entends le logo d'HBO, ce logo mythique, et tu dis, ok, c'est parti, Game of Thrones, on est de retour. Mais cette fois-ci, ça a un petit peu changé parce que, enfin, la plateforme d'HBO Max est disponible en France depuis une semaine. Et je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo à ce sujet-là, il faut savoir que si vous avez l'abonnement via MyCanal ou via Prime Video. Via Prime Video, vous payez le supplément de 10 balles et via MyCanal, c'est gratuit. Vous n'avez pas la 4K. Et du coup, la qualité de House of the Dragon sera bien inférieure à la version 4K disponible sur Max à 14 €. Alors, je vous dis pas de la prendre parce que c'est pas une vidéo sponsorisée pour le coup. Mais honnêtement, j'ai testé encore une fois la différence de qualité sur Max en 4K parce que moi, j'ai pris l'abonnement et la différence MyCanal, c'est le jour et la nuit. Déjà, vous n'avez pas la 4K. Sur une télé 4K, ça se voit la différence. Et vous n'avez surtout pas le Dolby Vision. Et en termes d'éclairage, cet épisode-là est assez impressionnant. Encore une fois, c'est pas sponsor, mais juste pour vous dire que MyCanal, vous avez une version bien réduite qualitativement et la série va paraître bien plus moche qu'en 4K. Je sais que pas tout le monde a les moyens pour prendre l'abonnement 4K, je suis d'accord avec vous. Si vous avez un téléphone ou si vous regardez sur votre PC, ça vous concerne pas. Le débit sera pas incroyable et vous verrez quand même des différences. Mais si vous avez une télé 4K, honnêtement, ça vaut le coup parce que la différence est folle. Il y a un truc qui m'a perturbé, c'est que sur Max, pour le coup, et sur MyCanal et sur toutes les plateformes, il y a que les sous-titres en français. Et moi, j'aime bien mettre des sous-titres en anglais pour des séries comme Game of Thrones ou des choses comme ça parce que justement, il y a des termes qui sont pas du tout les mêmes en anglais et en français. À un moment dans la série, il parle de Riverlands et je crois qu'en français, c'est traduit comme Conflans. Et du coup, mon cerveau, il a du mal à assimiler l'information et du coup, je enlevais les sous-titres parce que ça me dérangeait un peu trop plus qu'autre chose. Voilà, c'est du chipotage, encore une fois, mais je précise qu'il n'y a pas les sous-titres. En tout cas, moi, je les ai pas en autre chose qu'en français et je comprends pas pourquoi. Cet épisode s'appelle Un fils pour un fils ou A Son for a Son et c'est assez particulier comme saison parce que déjà, il aura moins d'épisodes. On passe de 10 à 8 pour cette saison. Le dernier épisode sortira le 5 août. Et le showrunner qui s'est occupé de la série, Miguel Sapochnik, a quitté la série après la saison 1, lui qui avait beaucoup travaillé sur Game of Thrones. Et on pouvait un peu s'inquiéter parce que lorsqu'une série perd un showrunner, en général, ça se passe pas très bien. Mais normalement, ça devrait aller parce qu'il y a un autre showrunner qui était là durant la première saison aussi, Ryan Condal qui est présent et c'est lui qui va s'occuper de cette saison 2 à partir de maintenant et sûrement les futures saisons. J'espère qu'on va pas voir la différence parce que Miguel Sapochnik, c'était quand même une icône, disons, dans Game of Thrones et il a fait un très bon travail. Et en termes de réalisation, c'est Alan Taylor. Alan Taylor, pareil, un habitué
habitué de Game of Thrones qui est de retour ici. Et le premier choc entre guillemets, c'est le générique qui a changé et honnêtement, j'apprécie plus ce générique-là que le précédent. Ils ont des objectifs un peu différents. Celui-ci, on dirait de la ficelle qui est en train de construire une énorme toile, une toile qui va raconter l'histoire du royaume, mais aussi le conflit familial baigné dans le sang. Et j'aime ce côté à la fois historique, familial, fait à la main pour le coup. Ça donne vraiment cette impression que c'est eux-mêmes qui se font leur propre mal et que leurs mains seront imprégnées de sang, qui est la grosse thématique de cette saison pour l'instant. Et en même temps, vu que ça dessine une toile, ça va marquer l'histoire pour toujours. Et d'ailleurs, on voit plusieurs toiles dans cet épisode-là, avec d'énormes fresques qui apparaissent dans certains décors. Le but, ça va être ça sera de marquer et dominer l'histoire, mais ça se fera que dans le sang. Et ça, on le voit dans cet épisode déjà. Évidemment, mes musiques, ils n'ont pas changé le générique, et bon, ça me dérange pas spécialement. Pour le coup, voilà, ils ont assumé dès la saison 1, qui continue avec la même musique, il n'y a pas de souci. Ramin Djawadi est de retour à la musique, et bah, on le ressent. Il y a déjà le leitmotiv qu'on connaissait de Game of Thrones, qui revient surtout à la scène avec les Stark. Un leitmotiv, pour ceux qui savent pas, c'est une musique qui revient expressément pour des personnages ou des thèmes, ou des lieux, mais voilà, une musique qui revient habituellement lorsqu'un élément clé revient à l'écran. Il y a un leitmotiv qui se construit là, et il y a aussi des compositions originales qui ont l'air très bien, qui nous emportent dans l'ambiance, mais aussi dans les conflits du monde, avec justement cette musique un peu crescendo lors du premier conseil de guerre. Bref, Ramin Djawadi, ça reste un crack, et il est très bon encore une fois ici. Et je pense que c'est vraiment que le début d'un point de vue musical, mais c'est aussi le début des alliances. C'est une série encore une fois politique, et on voit ici les différentes familles qui essaient de gagner des alliances, qui essaient de recruter des royaumes, qui essaient vraiment d'allier des gens à leur cause. Tout ça entresemé de trahison, de tentatives d'assassinat. Bref, on voit que la guerre se prépare, et en même temps, tu vois qu'il y a quelques moments où le fer va se croiser. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment garder la stabilité politique de son royaume tout en allant à la guerre, sans se faire trahir, en gagnant de nouveaux alliés, en sabotant, en gérant les ressources. On le voit dans cet épisode-là, il y a un blocus qui a été mis en place, on voit qu'il y a les paysans qui n'ont pas assez de chèvres, les dragons, la bombe atomique de ce royaume-là doivent être bien gérés, parce que ça reste des animaux avant tout qui ont leurs limites. Il n'y a pas assez de métal, ça coûte trop cher, il n'y a pas assez d'argent. C'est un vrai conflit politique qui doit être géré via tous ces différents problèmes. Par contre, je trouve que cet épisode-là passe beaucoup de temps à réexpliquer les choses. T'as l'impression que tu pourrais regarder cet épisode-là sans avoir vu la saison 1. Évidemment, c'est un peu une exagération de ma part, mais narrativement, t'as l'impression qu'on est dans un petit peu la redite. On nous rappelle ce qui s'est passé constamment ici, c'est pas une mauvaise chose, mais t'as l'impression que c'est un épisode d'introduction à cette saison 2, plutôt que revenir avec un retour triomphant et repartir, on va dire, dans le conflit, l'action directement. C'est pas une mauvaise chose, mais ça peut surprendre parce qu'on s'attendait à un énorme retour, ce qui est pas le cas. C'est un retour classique. Ça ressemble plus à un épisode 4 d'une saison de 8 épisodes qu'à un épisode 1. Je pense qu'on va se prendre plein de claques par la suite, surtout dans l'épisode 2 qui est le plus long de la saison, je crois, avec 1h15. Et pour ceux qui se posent la question du fait que ça te spamme trop d'informations, il y a 2 scènes en particulier, les mêmes 3 je dirais, où ça parle beaucoup de cartes, de royaumes, d'endroits et tout. Je caricature un peu en disant ça, mais ce qu'ils disent n'est pas important en soi. Ce qui est important dans ces scènes-là, c'est la relation entre les personnages et comment ils réagissent à l'information et comment ils essaient de s'imposer dans la scène. Que tel royaume, seigneur, je sais pas quoi qui est cité, parce qu'ils en citent plein, n'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est comment ils réagissent, comment ils se comportent. Donc si vous vous sentez perdu, ce n'est pas grave. Le but n'est pas de tout comprendre, entre guillemets, savoir qui est qui à n'importe quel moment. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones récemment, c'est un peu plus frais, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir où se trouve tout sur la carte, comment, qui est le royaume de tel village, telle ville ou je sais pas quoi. Non, ça on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la manière dont les personnages se regardent, comment ils réagissent et des choses comme ça. Parce que beaucoup de la tension et des avancées scénaristiques se passent par des quiproquos, au final. Beaucoup des personnages n'ont pas envie de faire ce qui est fait dans la série et regrettent beaucoup de choses. On le voit dans cet épisode-là. La thématique évidemment importante aujourd'hui, c'est le sang. Et de manière plus générale, la violence, parce qu'on voit que l'honneur est défaillante face à cette envie de vengeance, face à cette envie de voir le sang couler, face aux nombreuses émotions que tu peux ressentir. L'honneur est montré ici comme quelque chose qui a de vraies limites. Mais en même temps, le mot d'ordre, c'est encore une fois retenue et stabilité. Il faut pas que tu te lances dans la guerre en ayant des émotions. Et c'est ça le conflit aussi pour l'instant. L'instabilité émotionnelle de 2 familles crée des divergences au sein des 2 familles. Parce que plus tu es émotionnel par rapport à ce qui se passe, moins tu auras de contrôle sur ce qui se passe. Et on se dirige vers un monde où la seule solution est la violence. Et c'est ça le propos. Et après, encore une fois, là où Game of Thrones et House of Dragon ont toujours été très forts, eh bien, c'est la production, c'est la mise en scène. Rien à dire, on le voit ici, encore une fois, la grandeur de ce monde, on le voit de tous les points de vue. Premièrement, si on parle des effets spéciaux, ils sont invisibles, ils sont incroyables, on voit ni les fonds verts et on voit bien le mélange. Par exemple, dans cette scène-là, il y a un mélange de studio qu'ils ont fait, j'imagine, en intérieur, et cette énorme scène ici en CGI avec le dragon qui arrive, mais on voit le gigantisme, les choses énormes pour te resituer un peu l'échelle
l'échelle du conflit et surtout de ce qui se passe et de la taille des personnages par rapport à ces créatures. Mais c'est invisible, on voit pas du tout les fonds verts, c'est super bien fait, c'est vraiment impressionnant. Et puis l'autre côté, on voit les scènes qui ont été filmées en extérieur, hein, sur des falaises. Je crois que ça a été filmé majoritairement au Pays de Galles, ces scènes-là. Il y a aussi des choses qui sont ajoutées de manière CGI, que ce soit des châteaux, les dragons et des choses comme ça. C'est ça qui est fort avec cet univers-là, c'est que le mélange d'effets spéciaux, de studio en extérieur et tout est hyper bien fait. Et c'est important de filmer la fantasy en extérieur. Toutes les séries qui sont coincées toujours en intérieur, échouent. Là, le fait d'avoir une scène à la plage, qui a sûrement été filmée en extérieur, donne quelque chose de plus tangible et concret et palpable au monde. Même les pièces, elles sont toujours grandes et on voit la vraie composition du cadre. Premièrement, il n'y a jamais personne qui est au centre. Quasiment tout le monde est mis de côté à chaque fois parce que le but de cette série-là, c'est ce duel d'idéologie et de pouvoir. Donc la personne qui est au centre, en général, domine la discussion. Mais lorsqu'elle est un peu mise de côté, il y a un dialogue où les gens peuvent rebondir les uns les autres et il y a un duel d'idées ou de stratégie et c'est sans même compter la composition de certains cadres qui font beaucoup penser à, je sais pas, des films comme Barry Lyndon. T'as cette scène, différents personnages, les faisceaux de lumière qui arrivent dans la scène, une scène assez magnifique qui en dit beaucoup sur la relation entre les personnages. Le seul qui domine cette scène-là, c'est Aegon qui n'arrête pas de se balader dans le cadre parce que c'est lui le chef, c'est lui le roi et il maîtrise le cadre. Il y a un vrai travail de mise en scène volontaire et de narration visuelle vraiment important qu'on voit quasiment pas dans la série parce que les séries ne peuvent pas se le permettre. Là, la série se le permet, on le voit bien, sans même parler de la lumière naturelle avec les bougies et les torches qui éclairent beaucoup de scènes. Et même le côté voyeuriste, ça arrive à plusieurs moments qu'on cache un petit peu la caméra et qu'on montre les personnages de loin car ils complotent à ce moment-là et ils sont pas censés se faire remarquer. La caméra prend un peu le point de vue potentiel entre guillemets, je dis pas qu'il y a des traîtres dans chaque scène, mais le point de vue de quelqu'un qui pourrait observer une scène au loin et ensuite utiliser ce qu'elle a vu pour gagner en pouvoir. Sans même parler de ce plan escalier qui fait très labyrinthique et qui emmène presque les personnages de cette scène à leur mort, même si on a encore un petit peu le doute sur leur sort pour l'instant. La série installe une ambiance, que ce soit par la musique, les décors, les objets, il y a pas mal de plans sur des objets pour les mettre en avant et pour raconter justement des relations entre les personnages. Je pense à l'épée ou la dague principalement, mais après aussi avec les personnages qui ramassent des pièces ou des choses comme ça. Ça développe leur personnage à chaque fois et ils profitent à fond des décors et de la production design qui est vraiment incroyable. Sans même parler du rouge et du sang qui revient régulièrement dans l'épisode. De ce point de vue-là, Game of Thrones est à des années-lumière de toutes les séries qui se font aujourd'hui. Quand tu payes 20 millions par épisode et ça ressemble à ça alors que The Acolyte ça coûte plus cher, pour des épisodes de 2 fois moins longs, tu te poses vraiment des questions sur comment utiliser l'argent dans des boîtes comme Disney. Mais là, la claque visuelle que tu prends et la maîtrise de la mise en scène est quand même assez dingue. Et il n'y a pas que la mise en scène en soi, il y a aussi les acteurs. Ces directions d'acteurs, parce que même si aucun acteur ne brille aujourd'hui dans cet épisode-là, ils sont tous très bons, ils ont une vraie prestance, ils gèrent à fond le rôle, ça y a aucun doute. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les acteurs font toujours quelque chose. Il n'y a jamais un chant contre chant débile. C'est toujours les acteurs qui sont en train de boire, de bouger, de faire des trucs. Il y a toujours des interactions avec l'environnement et les acteurs sont jamais en place, comme au théâtre en fait. Et c'est là que tu as l'impression de voir du théâtre au budget, parce que les dialogues font très Moyen-Âge, théâtral, presque shakespearien dans l'ambiance, avec un peu le côté cru de Game of Thrones. Et justement, le fait que les acteurs soient toujours actifs dans la scène, ça crée quelque chose de bien plus dynamique et ça crée leur prestance. En plus, avec des lignes de dialogue comme When the King speaks, all hear it, qui symbolise justement un peu le pouvoir du roi, que ce soit de manipulation ou de domination, et en même temps le fait que tout le monde écoute ce que dit un roi, même lorsqu'on l'écoute pas. Pour parler encore une fois des espions, des rats, une thématique qui revient souvent, il y a littéralement des rats dans le château, mais il y a aussi au sens figuré. Il y a des espions, il y a des gens qui sont là prêts pour trahir. C'est pas pour rien que ce lexique revient souvent. L'importance des mots et du secret qui devient de plus en plus rare, car tout le monde a des oreilles, t'as l'impression. Pour parler un peu des personnages, c'est vrai que revoir les Stark, ça crée un peu de nostalgie, et revoir justement leur loyauté et à quel point elle est solide ou pas d'ailleurs, et revenir au mur, forcément, oui, là avec la musique et tout, tu ressens cette nostalgie à fond, mais aussi ça symbolise quelque chose. On a un enfant là qui voit pour la première fois quelque chose de complètement différent et la menace presque existentielle au-delà du mur. Et en termes de mise en scène, c'est toujours assez impressionnant, mais j'ai l'impression qu'on va pas les revoir. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai l'impression que les Stark étaient là pour le début et ensuite voilà, c'est fini, on va plus jamais les revoir. C'est pas une mauvaise chose, mais je dis juste que je pense que c'est pas leur saison pour le coup. Je m'attends pas du tout à les revoir dans cette saison. Peut-être une ou deux scènes, mais pour moi c'est quasiment fini. Là, en tout cas la manière dont ils l'ont présenté, ça me semble fini. Peut-être j'ai tort et je l'espère. Des personnages comme Daemon, tu vois qu'ils souffrent et tu vois qu'ils ont un peu une colère en eux qu'ils arrivent pas à gérer. C'est-à-dire qu'il accuse deux fois deux personnes différentes avoir eu le potentiel d'arrêter la guerre auparavant, chose qui s'est pas faite, et il parle avec beaucoup d'émotion et il faut qu'il arrive à vivre sans cette rancœur pour être efficace. Mais tu vois que ça le tourmente, que ce soit aussi par rapport à la prostituée qu'il connaissait, qui sera un atout assez utile au final. Mais c'est là qu'intervient le parallèle avec Aemond, qui lui ne veut pas que la vengeance, mais il veut le sang, il veut la violence, il s'en sent capable, il veut justement se nourrir de ça. Et je pense vraiment qu'il va nous vendre du rêve, parce que t'as l'impression qu'il a deux doigts d'exploser. C'est là qu'Alicent est intéressante aussi, c'est que premièrement, je dis souvent ça
dans mes vidéos, mais les scènes de sexe sont importantes. Exemple concret ici, il y a 2 scènes de sexe importantes. Une première avec Alicent où justement elle est au-dessus de quelqu'un et une deuxième scène où elle est encore au-dessus. C'est juste pour montrer sa domination dans la scène et sa domination sur son nouveau petit larbin qui a été dénué maintenant de toute personnalité et qui fait juste ce que la reine demande. C'est pas anodin, c'est comme le plan sur ses pieds, on sait très bien pourquoi ce plan est là, il est tout à fait volontaire parce qu'au début t'as peut-être même un doute sur ce qui se passe. Rien n'est laissé au hasard, de même pour Otto qui s'excuse à Alicent parce que justement il aurait dû lui donner plus de pouvoir, chose qu'il n'a pas fait dans la discussion auparavant. Pour gagner, il faut qu'il soit allié et il faut qu'il s'arrête de se marcher dessus parce que c'est les deux seuls un petit peu rationnels. Pour l'instant, on le verra par rapport à la fin de l'épisode, mais c'est les deux seuls qui réfléchissent un petit peu sans l'émotion. C'est là qu'intervient Larys, évidemment, ce fameux rat avec sa jalousie, le fait que peut-être il s'est même pas débarrassé des domestiques et autres personnes qui étaient des traîtres et qu'il a mis ses propres domestiques en place. Évidemment, c'est pour qu'il contrôle le pouvoir et c'est pour qu'il prenne l'avantage le plus possible. D'ailleurs, il a envie de devenir la main du roi. Tu vois qu'il y aura une vraie rivalité Larys et Otto qui va encore plus se développer. Mais il prouve encore une fois sa soif de pouvoir. Et c'est là qu'Aegon est intéressant parce qu'il n'a pas l'air d'être très sérieux. En tout cas, lorsqu'il est au conseil de guerre, il s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Il est plus là pour l'ambiance, la vibe, t'as l'impression qu'autre chose, mais c'est sérieux ce qui se passe. Et il faut un peu lui remettre les bretelles en place parce qu'il n'est pas concentré, mais il doit l'être. On le voit, il boit du vin avec ses copains. À la fin, il y a ce symbole où il joue avec une sorte de globe, t'as l'impression. Tu vois que le pouvoir corrompt évidemment, mais tu vois qu'en lui, il y a une sorte de bonté tout de même. Il essaie de faire les bonnes choses, c'est pour ça qu'il essaie d'aider les paysans et des choses comme ça. Mais c'est pas réaliste, c'est pas possible. Même si tu sais pas à quel point c'est réaliste ou pas. C'est juste que bah oui, il y a quelqu'un qui lui dit que c'est pas réaliste et il fait confiance à ses conseillers qui peuvent le manipuler. Mais en même temps, tu vois qu'il apprend parce que la deuxième fois qu'il parle à un paysan qui voulait du métal, il lui dit qu'il va le payer, bah, il dit pas quand ou comment, et il fait la démagogie. Il dit qu'on a besoin des gens du bas peuple pour nous aider. Donc il commence à comprendre un peu les ficelles du pouvoir, et il va commencer à les manipuler et j'imagine prendre de plus en plus la grosse tête. C'est pour ça que je parlais de quiproquo, c'est que maintenant que son fils y est passé, alors que c'était pas du tout l'objectif de Rhaenyra à la base, Rhaenyra voulait juste tuer le fils de sa sœur, entre guillemets, hein, sa sœur spirituelle, disons, pour se venger justement, entre guillemets, mais vu que c'est l'enfant d'Aegon qui est mort, là Aegon il va profiter de son pouvoir, il en aura plus rien à faire du peuple et ne voudra que se venger, j'imagine. C'est pour ça que c'était intéressant de le voir aujourd'hui dans cet épisode là comme quelqu'un de pas très motivé et qui s'en foutait un peu de tout, là où je pense qu'il va devenir très déterminé et foudrage. Et même si Rhaenyra est peu présente parce qu'elle est en train d'essayer de confirmer son chagrin, d'avoir une preuve matérielle de ce qu'elle vit pour tourner la page et qu'elle est rongée par cette vengeance, j'aime beaucoup le symbolisme par rapport à elle, par rapport à cette scène où elle a justement cette confirmation matérielle et t'as l'impression que c'est son dragon qui pleure pour elle. Il y a toujours un lien intéressant entre le dragon et la personne qui le chevauche qui est vraiment cool. Elle revoit son fils et t'as cette rencontre un peu émouvante et presque fière, mais à la fois dure et difficile parce que c'est la seule personne qui le touche physiquement, mis à part son autre fils hein, qui est décédé, et ça lui fait du bien d'avoir ce contact physique avec quelqu'un qui ressemble au fils qu'elle a perdu. Donc il est rongé par la violence, hein, c'est symbolisé par ce plan où les flammes l'engouffrent, là où Alicent pour le coup il y a beaucoup moins de flammes parce que c'est de une pas des funérailles mais c'est une prière, mais le parallèle est vite fait. Alicent plus calculatrice, Rhaenyra plus dans les flammes. En plus de ça j'en profite mais il y a une transition très sympa par rapport à Alicent qui éteint sa bougie et on passe à une scène de nuit simple mais efficace. Et ma petite frustration arrive par rapport à la fin avec ces deux gars là qui sont des incompétents hein, pour le coup. Ils ont eu des instructions précises sur à quoi ressemble le fils, mais aussi un avertissement en leur disant que ce mec là peut vraiment se débattre, mais eux tout ce qu'ils ont entendu c'est un fils pour un fils et on s'arrête là. Mais ils commençaient un petit peu à stresser parce qu'ils ont été vus par quelqu'un et ils voulaient juste se débarrasser le plus vite possible et s'en aller, d'où l'échec final. Mais je trouve que ça manque de tension, j'ai pas été stressé durant cette scène. De toute façon lorsque le gars a tapé un chien j'ai compris qu'il allait y passer, on verra s'il y passe, mais en tout cas j'ai compris que ça allait mal finir, mais j'ai pas ressenti la tension comme d'habitude. Oui c'est horrible d'égorger un enfant, un fils, mais j'ai l'impression que j'aurais dû être un peu plus stressé par cette scène. Après ça reste un bon cliffhanger, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est pas un retour triomphal, c'est un épisode assez normal, t'as l'impression qu'il aurait pu être placé 3e dans la saison plus qu'autre chose. T'as hâte de voir la suite, mais c'est pas un 10 sur 10 quoi, c'est très bien, mais ça manquait peut-être un petit peu d'enjeu et c'était peut-être un peu trop répétitif à certains moments par rapport à la saison 1 tout simplement, mais ça reste très bien, soyons d'accord, et ça met une vitesse à toutes les séries en termes de mise en scène, de production et tout, c'est hors du commun, soyons honnêtes. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, on en parlera évidemment semaine par semaine jusqu'en août, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.